Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Océane reçoit aujourd'hui le docteur Daël pour parler d'éclampsie. Le docteur Daël, formé en Belgique et en Angleterre, est responsable de la salle d'accouchement à Genève, mais également créatrice de la formation franco-belgo-suisse Partum, qui vise à former les professionnels de santé dans les prises en charge des urgences obstétricales. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci Océane pour l'invitation. C'est moi qui suis très admirative de votre travail. C'est remarquable. Donc, merci pour ces initiatives très importantes. Merci pour ce que tu dis. Alors aujourd'hui, si tu es d'accord, on souhaitait profiter de ta présence sur le plateau pour parler d'éclampsie. Pour introduire le sujet, je me disais qu'on pouvait rappeler un petit peu le tableau clinique de l'éclampsie et la prise en charge immédiate. C'est une grande urgence obstétricale, mais on n'y est pas confronté tous les jours et ça pourrait faire un rappel à nos auditeurs. Très bien. Alors, l'éclampsie, heureusement, c'est une situation clinique très, très rare puisque ça va concerner environ 1% des dames qui auront une prééclampsie sévère. Et donc, au cours de notre carrière, on va en rencontrer une, deux, trois, mais souvent pas plus, c'est vrai. Donc, la crise d'éclampsie, elle est limitée dans le temps, donc ça c'est l'avantage. Donc en général, ça ne dure pas très très longtemps. La dame va convulser et nous, on doit avoir une prise en charge très structurée derrière pour pouvoir la prendre en charge. Mais surtout, l'idée quand même, c'est de prévenir cette crise d'éclampsie. Et donc ça, c'est aussi en amont qu'on doit pouvoir détecter les signes de sévérité et administrer une prophylaxie par sulfate de magnésium à toutes les dames qui souffrent de prééclampsie sévère. Et puis du coup, si jamais la dame malheureusement finit tout de même par convulser, imaginons si elle a déjà reçu du sulfate de magnésium, on lui donne à nouveau une dose de charge comme anticonvulsivant s'il est disponible facilement. Voilà. Donc, la prophylaxie, elle consiste à administrer 4 grammes de sulfate de magnésium par voie intraveineuse, puisque les effets, la voie intraveineuse est la voie privilégiée, elle donne moins d'effets secondaires et mieux supportée. Donc, 4 grammes par voie intraveineuse, lentement, sur 15 à 20 minutes, et puis une dose de maintenance de 1 gramme par heure. Si malheureusement, il y a une récurrence des crises convulsives avec ce régime-là, elle peut rebénéficier d'une dose de sulfate de magnésium. En général, on donne 2 grammes si la dame fait moins de 70 kg et 4 grammes si elle fait plus de 70 kg. Et si par contre la dame arrive avec une éclampsie inaugurale, elle convulse d'emblée, si le sulfate de magnésium n'est pas disponible immédiatement, est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas-là, on peut se tourner vers n'importe quel anticonvulsivant ou par exemple le Rivotril qui soit facilement préparable, même si c'est moins optimal ou... C'est moins optimal, donc c'est aussi sans doute un message clé. Il faut connaître le lieu de stockage du sulfate de magnésium en salle d'accouchement, aux urgences, dans tous les lieux où une femme enceinte peut arriver en convulsant. Et cette prophylaxie, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour la mère, doit être connue de tous les intervenants de sa circulation possible dans l'hôpital. Donc le Rivotril, le diazépam, toutes ces molécules, malheureusement, elles sont vraiment en deuxième ligne si nos efforts avec les doses de charge de sulfate de magnésium n'ont pas eu d'effet. Et à ce moment-là, il faudra intuber la patiente et donc clairement faire appel à nos collègues anesthésistes, car plus on multiplie les molécules, plus le risque d'arrêt respiratoire est important. Et ensuite, concernant le délai d'accouchement? Alors, si une dame a convulsé, la priorité, c'est de la stabiliser.
On doit contrôler sa tension artérielle, on doit la stabiliser au niveau neurologique aussi. Et puis, effectivement, il n'y a pas de place pour une expectative. Il faut la coucher puisque c'est le traitement ultime de la prééclampsie. Et donc, le plus rapidement possible, mais la priorité, c'est la mère. Et souvent, on a tendance à aller très très vite à la césarienne, mais il faut bien prendre conscience que pour son intérêt à elle, il est important qu'elle ait une tension artérielle stabilisée, un sulfate de magnésium en cours et qu'elle ait répondu à ces différentes molécules. Et ensuite, l'imagerie cérébrale, qui est souvent recommandée après une crise d'éclampsie. On se donne à peu près quel délai? On préfère l'IRM? Alors, pour l'imagerie, ensuite, donc on doit être conscient de toutes les complications de l'éclampsie et de la prééclampsie. Donc, effectivement, les accidents vasculaires cérébraux, c'est une des complications de la crise d'éclampsie ou du pic hypertensif. Selon la clinique, on ira rapidement à la résonance magnétique ou vers d'autres complications éventuelles. Donc, on a limiter les apports hydriques, ça c'est une chose, et l'œdème pulmonaire. On a aussi des détachements de la rétine qui peuvent survenir sur des crises d'éclampsie, des prééclampsies sévères. Donc, parfois des fonds d'œil qui sont indiqués en postpartum. L'imagerie, oui, effectivement, dès que la dame est stabilisée et qu'on doit répondre à cette question si on a une inquiétude au niveau neurologique. Concernant la coordination de l'équipe dans ce type d'urgence, mais en particulier dans le cadre de l'éclampsie, c'est souvent des choses qu'on déplore a posteriori, hein, le fait de qui est le leader, etc. Est-ce que tu as de manière générale des trucs et astuces à nous communiquer pour ça? Alors, ce travail d'équipe, il est évidemment crucial, donc ça ne s'improvise pas, il doit être entraîné vraiment tous les jours parce que pour une prise en charge de patientes prééclamptiques, les intervenants sont multiples puisqu'il faudra impliquer les anesthésistes réanimateurs, les pédiatres, les sages-femmes, souvent les intensivistes, les radiologues, plusieurs spécialités. Et donc, ces différentes équipes vont devoir communiquer de façon efficace en ayant réévalué la dame très, très régulièrement, communiquer clairement au reste de l'équipe leurs inquiétudes, leurs priorités, leurs besoins. Et cette communication doit chaque fois être réactualisée. Or, ces dames, elles vont parfois rencontrer plusieurs équipes lors de leur séjour, avec des intervenants de niveaux d'expérience différents. Donc, c'est pour ça qu'un protocole prééclampsie sévère, tout à fait structuré dans les maternités, est très important, à mon sens, avec un chariot de réanimation avec des protocoles très, très clairement lisibles pour aider les différents intervenants. Des protocoles disponibles sur le chariot. Sur le chariot, mais souvent on aime bien les laminer pour que les différentes étapes puissent être notées dans l'urgence avant d'être retranscrites par la suite calmement. On a rarement une personne qui peut être juste dédiée à l'écriture des différentes étapes. Donc, c'est un moyen assez efficace pour gagner du temps. Souvent, on met dans des sachets toutes les choses dont on va avoir besoin. Donc, la seringue avec clairement sur l'emballage le dosage afin que la dilution se fasse sans devoir réfléchir. Oui, ça c'est une bonne idée, oui. Donc ça sont tous des petits trucs qui permettent de faciliter les choses dans les situations d'urgence. Donc ça aide les différents intervenants à suivre les différentes étapes, ne rien oublier parce qu'il va falloir établir le bilan hydrique, la sonder et avoir une diurèse horaire, ausculter ses poumons régulièrement, prendre ses réflexes, avoir des paramètres minutieusement encodés, donc le rythme cardiaque, la tension artérielle bien évidemment, la saturation en oxygène. Donc tout ça doit être
bien coordonnée. Il y a une multitude de choses qui doivent être effectuées. Et donc, pour que les rôles soient bien répartis, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir un leader. Ce leader, il peut parfois changer en cours de prise en charge. Et donc, tout ça, ça éclaire l'intérêt de la simulation pour tester le protocole, pour éveiller, sensibiliser chaque intervenant à la prise en charge. Et là, j'en viens tout naturellement à notre certificat qui s'appelle PARTOM, qui est la prise en charge des accouchements à risque et des urgences maternelles. Et donc, évidemment, on y traite de prise en charge des crises d'éclampsie. Oui, justement, j'allais te demander si tu nous conseillais des moyens de formation à ces situations qu'on ne va pas rencontrer beaucoup durant nos carrières. Ça se déroule comment, la formation Partum? Ça a lieu où? Donc, ça a lieu dans les 3 pays qui sont impliqués, c'est-à-dire la Belgique où la formation a commencé, la France et la Suisse. Une fois par année, c'est 2 fois 4 jours de simulation haute et basse fidélité en équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a la chance de pouvoir aborder dans un cadre tout à fait sécurisé ces prises en charge hyper rares qui sont très intimidantes si on ne les a jamais rencontrées. Et donc, on partage tous ces trucs et astuces, on partage les difficultés qu'on a eues. Hein. C'est ça l'intérêt, on apprend toujours quelque chose, même si on est plus avancé dans la pratique, puisqu'on va concentrer les cas qui ont été rencontrés par nos collègues et pouvoir bénéficier de leur expérience. Donc ça, c'est assez magique et c'était quelque chose qui n'existait pas en français. C'est assez compliqué d'aller se former dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc ça y est, il y a maintenant un certificat en français d'obstétrique avancée avec chaque fois des obstétriciens chevronnés, experts dans leur domaine. On implique aussi évidemment les anesthésistes. Il y en a déjà plusieurs qui ont de la gentillesse d'intervenir sur le certificat, les pédiatres bien sûr. Bref, on essaie vraiment de couvrir de façon structurée toutes les urgences en salle de naissance. Et du coup, c'est une formation théorique et pratique un petit peu en simulation Le but, c'est vraiment que ce soit ultra pratique. Donc, on va répéter les gestes, on va avoir de la simulation basse fidélité, par exemple, pour la dystocie d'épaule, mais basse fidélité, ça peut être aussi en entraînant les facteurs humains, c'est-à-dire que chaque fois, on va vraiment éveiller à l'importance de la communication et du travail d'équipe pour qu'on soit de plus en plus efficace. Donc, ça, c'est très important. Et puis, de la haute fidélité et toutes les urgences sont abordées, que ce soit ultra pratique et qu'on ait l'occasion de répéter les gestes qui sauvent en salle de naissance. Donc, si jamais certaines personnes souhaitent s'inscrire, c'est en ligne, c'est ça, via chaque fac concernée? Voilà, ici, le dernier programme était à Paris. L'année prochaine, en 2023, on verra si c'est Paris ou Bruxelles, mais ce sera un des deux lieux. Et en 2024, ce sera en Suisse. Cette année, en 2023? Cette année, en 2023. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Caroline. C'était vraiment très intéressant comme épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.